Vers ce conseil municipal du 14 novembre 2022 et je vous remercie de votre participation. Nous allons d'abord nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Bernard Robot. Bien. Qui est pour la candidature de Bernard Robot? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le mois de novembre n'aura pas également épargné Saint-Georges de Renens, puisque nous avons des décès, malheureusement, il y en a eu pas mal. Et je voudrais attirer votre attention sur le décès d'un de nos anciens collègues, Jean-Claude Descombes, qui nous a quittés récemment à l'âge de 85 ans. C'était le 4 novembre. Outre un collègue du conseil municipal, où je siégeais souvent à côté de lui ici, moi j'étais à la place de Franck et lui était à la place de Michel. Jean-Claude était très impliqué dans la vie communale, alors pour différentes raisons. Bien sûr, son activité professionnelle qui l'a conduit à être inspecteur d'éducation nationale pour le secteur du Beaujolais, faisait qu'il s'occupait également des écoles de Saint-Georges de Renens. C'était quelqu'un qui était très apprécié aussi bien par les enseignants, je crois, et que par les élus qu'il côtoyait régulièrement. Jean-Claude avait une culture immense, on va dire, sans fausse modestie, puisqu'il pouvait toucher tous les sujets, mais en même temps, il savait être peuple. Il savait être populaire, il savait être humble et il partageait des moments forts, qu'ils soient culturels ou conviviaux, ou tout simplement des discussions au coin de la cheminée ou au coin d'un bar avec les gens qui étaient ici. Il savait toucher toutes les populations. Et un chasseur, bien évidemment. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la chasse, mais souvent les chasseurs sont des gens, les vrais chasseurs et les bons chasseurs, on va dire, sont des gens attentifs à la nature, attentifs aux autres. Et puis, s'il, malheureusement, de temps en temps, tue des gibiers, il le respecte beaucoup, et puis ils en ratent aussi souvent. Ça leur fait l'occasion de raconter tout plein de belles histoires. Il allait souvent à Chênelette, dans sa maison qu'il avait rebâtie de ses mains, avec l'aide de ses enfants et puis des amis qui étaient de passage. C'est quelqu'un qui manquera à la commune. Et il nous a crédité de son talent aussi artistique. Outre ce talent de bâtisseur, il avait un talent artistique certain, puisque de nombreuses fresques ont été réalisées sur la commune, alors aussi bien sur le domaine public lorsqu'on lui demandait, et qu'il acceptait avec bienveillance et bonne volonté, que dans la sphère privée ou dans certains caveaux, dans des sous-sols ou voire des murs, on peut voir les fresques de Jean-Claude qu'on reconnaît à son coup de patte un petit peu particulier. À ma demande, il avait décoré la salle Pierre Moissonnier consacrée à cet autre René-moi bien connu de toutes et de tous, qui a œuvré dans le domaine du sport et du football notamment, mais surtout qui a fait partie de l'escadrille Normandie-Niemen et qui était quelqu'un de très engagé. Alors, proche peut-être de Jean-Claude aussi sur le plan politique, mais sur le plan de l'engagement moral et intérieur, très engagé aussi. Voilà, alors tout simplement, bon, il y a eu des fresques aussi dans l'école élémentaire où il avait représenté de belles histoires de notre pays avec des personnages qui se promenaient au fil des ans et des siècles, et c'était pour le plus grand bonheur des enfants qui découvraient et de l'histoire et l'histoire de Saint-Georges. Voilà.
Il était de la 7, oui, c'était une autre des qualités de Jean-Claude, mais celle-là, je n'y fais pas référence. Merci Bernard. Si vous le voulez bien, nous allons observer une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. J'ai les excuses de Françoise Branche qui donne pouvoir à Julie Lafleur et de Cindy Meyer qui donnait également pouvoir à Cindy, mais elle ne peut pas avoir de pouvoir. Donc. Et Hervé Cherpeau qui donne pouvoir à Franck Joly. Merci. Approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2022. Pardon. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des questions à poser? Qui est pour l'approbation de ce compte-rendu tel qu'il vous a été envoyé? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Abstention une. Pardon? Abstention, j'étais pas présent pour le dernier conseil. D'accord, ne prends pas part au vote alors. D'accord. Pardon. Convention d'intervention sur le domaine public communal. Alors en fait, est-ce qu'on a un plan? Il s'agit du boulevard Émile Guyot et plus précisément du domaine qui sépare le domaine public communal et départemental, puisque nous sommes le long de la RD 20, et les bâtiments de la société Amétis, le terrain de la société Amétis qu'il a acquis de la commune. Alors, je vais vous lire la convention. Le maire expose que dans le cadre des travaux d'aménagement de la contre-allée le long du boulevard Émile Guyot, il sera demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention d'intervention sur le domaine public communal joint à la présente note de synthèse. Cette convention intervient dans la continuité des travaux d'aménagement du quartier de la Gare pour la réalisation de la voirie de la contre-allée permettant d'accéder à l'opération immobilière d'Amétis. Le conseil municipal, après délibération, autorise le maire à signer la convention telle que présentée. Alors, si vous le voyez bien, normalement... Alors, nous avons une séparation qui est extrêmement... qui est au pointillé, le long du terrain vert, là, de ce que vous voyez, le long de la verdure. Et en fait, il est important il était convenu avec Amétis, lorsque nous avons vendu le terrain, que cet aménagement serait fait par leurs soins. Et qu'après, ils nous rétrocéderaient la partie voirie. Et donc, pour pouvoir faire ces travaux, sinon on est obligé de les financer. Donc là, ce sera eux qui les financeront. Hein, c'est bien ça. Et c'est l'objet de la convention qui est jointe à la présente délibération et dont vous pouvez avoir connaissance. Alors, le bénéficiaire, qui est la société Amétis, s'engage à financer et à réaliser les travaux d'aménagement de la contre-allée. La commune s'engage à faciliter la mise en œuvre des travaux en autorisant le bénéficiaire à occuper le domaine public et à entretenir, après achèvement et réception des travaux, la voirie nouvellement créée. Donc en fait, ce qui est que la contre-allée, puisque les places de stationnement restent propriété des résidents et de l'opération d'Amétis. Voilà. Avez-vous des questions à poser, des précisions à demander sur ce sujet, sachant que il n'en coûtera rien à la commune. Oui, parce qu'il hormis en entretien. Oui, il s'occupe de tout ce qui est la fouille, la mise en place. Et En fait, l'objet de la convention, c'est qu'il puisse intervenir sur le domaine public. Voilà. Il n'y a pas de date, enfin, il n'y a pas de limite de date ou de durée. Non, il n'y a pas de limite de date. En fait, ils vont faire les travaux à la en parallèle des nôtres. Parce qu'ils sont... Ah oui, des nôtres. Pas du... Parce qu'ils sont en retard. Oui, ils sont en retard. Mais ils sont en retard, mais ces travaux, ils peuvent les faire quand ils veulent. Ils sont en retard pour les finitions intérieures. Je crois qu'il y a des problèmes de livraison de certains matériels, d'après ce que j'ai cru comprendre, notamment auprès des médecins.
D'autres questions? Pas de questions. Je ne vous relis pas la délibération. Est-ce que vous m'autorisez à signer la convention telle qu'elle vous a été présentée? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième sujet, c'est un sujet que l'acquisition de la parcelle B115. C'est un sujet, alors 1115, pardon. C'est un sujet que nous avions abordé la dernière fois et visiblement, bon, on n'avait pas été assez pertinent sur l'explication. Donc on l'a repris, puis on l'a remise en forme de manière à justifier un petit peu notre position. Alors, je vous lirai la délibération après. Il s'agit de l'acquisition du terrain qui est occupé actuellement par Mercedes, qui appartient à une société Silax. Terrain pour lequel nous avons fait faire une estimation par les domaines, alors que nous avons une proposition par le vendeur, mais bon, forcément le vendeur veut un prix... et on a fait faire, compte tenu du... On avait une proposition à 1 450 000 de la part du vendeur, ce qui paraît pas idiot en tenant compte de la rentabilité, puisque le local Mercedes, qui n'occupe que 1000 m² sur les 9300 m² du ténement, est loué 79 000 € par an. Alors après, on peut faire un ratio de rentabilité à 5%, 6%, 4%, enfin, ce que font les agents immobiliers pour déterminer un prix de vente, qui est une première approche. En revanche, les domaines, on n'a pas eu une justification bien précise, avaient estimé cette valeur à 1 100 000 €. 1 100 000 €, ça nous paraît assez faible. D'ailleurs, ça fait, si on prend le prix de 79 000 € de location par an, 79 000 €. Ça fait une rentabilité de 16,18%, c'est fort. Enfin, c'est une belle rentabilité pour un investisseur, mais c'est pas partout, d'autant plus que c'est un bâtiment qui est relativement ancien. Alors, on a fait faire une estimation par un privé qui a fait deux approches. Donc, l'approche à la rentabilité en disant je demande une rentabilité de 5% et ça me fait un prix de vente de 1 million. 1,6 million. Et, c'était sûr? Bon, pardon. Et une valeur par l'estimation, la valeur vénale du bâti, en estimant 750 et 760 € le mètre carré, ce qui ferait 750 à 760 000 € de bâtiment. Et puis le solde du terrain à 110 €, ce qui me paraît être un peu fort quand même sur notre territoire, ce qui fait 1 027 000, et ce qui fait entre 1 750 000 et 1,8 million. Bon, il me semble que l'estimation serait plus près de 1,5 million que de cela, si on évalue le terrain différemment. Alors, vous allez me dire, tout ce que tu me racontes, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain, hein? J'ai aussi une autre question. Combien on paye? Qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain? Dedans, sachant que c'est un ancien garage, donc forcément il va y avoir une dépollution du site. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'enveloppe que ça va coûter? Alors, est-ce que c'est nous qui le faisons? Voilà, c'était ça ma question. Je vais en parler dans un instant. Je vais en parler dans un moment. Je vais d'abord vous présenter le dossier. Alors, en fait, je veux dire deux choses. Tout d'abord, pour nous, commune, quel est l'intérêt de cet investissement? Puisque c'est un investissement significatif, quel en est l'intérêt? Alors aujourd'hui, il y a un occupant qui s'appelle Mercedes. Mercedes doit quitter puisqu'il construit des locaux à Villefranche. Donc il va partir probablement courant premier trimestre 2023. Et donc le bâtiment va être libre. En revanche, aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes d'artisans, de gens qui cherchent des petites surfaces et d'autres. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis surtout, ce bâtiment de 1000 m², il est ancien, il a son âge, il a son mérite.
Et ce n'est pas la chose la plus intéressante. Il reste quand même du foncier dans les 8000 m² d'excédent, 8300 m², il reste du foncier à bâtir. Et là, nous pourrions faire une petite pépinière pour accueillir des gens. Et pourquoi la commune, enfin, si vous nous y autorisez, est intéressée par cette acquisition, c'est peut-être dans le futur pour avoir cette pépinière et avoir une certaine rentabilité. Aujourd'hui, nous avons des montants de dotation qui baissent chaque année, régulièrement. Et je vous prendrai un exemple, c'est celui de la DGF. La DGF, en 2013, représentait un montant de 649 458 € par an, hein. Enfin l'année 2013, et puis elle était un peu plus différente en fonction des années, mais bon, elle était de 650 000 € environ. En 2020, elle était de 52 000 €. Nous avons prévu 50 000 € en 2021 au budget, et en fait, on nous a signifié qu'elle serait de 28 000 €. Ça fait quand même entre 649 000 et 28 000 € en 9 ans, ça fait quand même pas mal. Ça fait une recette très importante en moins. Malgré cela, il faut qu'on assume nos investissements, il faut qu'on assume nos coûts de fonctionnement, hein, tous les entretiens qu'on a. On a un budget qui est de l'ordre de 4 millions d'euros en fonctionnement, hein, ce budget, bon, jusqu'alors, il est équilibré, il est même suréquilibré, puisque nous dégageons des excédents de fonctionnement pour faire des investissements. Mais dans le futur, compte tenu de ce désengagement de l'État, on risque d'avoir des difficultés à gérer nos budgets. Je vous citerai un exemple de commune qui, suite au problème d'augmentation du coût du chauffage lié au prix du gaz et de l'électricité, ont purement et simplement décidé de fermer des pôles associatifs qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le supplément. Alors, on n'en est pas là, fort heureusement, et on ne souhaite pas y arriver. En revanche, il faut réfléchir à d'autres choses. Donc il faut peut-être que nous fassions des recettes sur des investissements que nous pouvons faire aujourd'hui, avoir des recettes de fonctionnement qui soient différentes. Et si en parallèle, on peut accueillir des entreprises, artisans, là-bas il ne faut pas mettre de la grosse entreprise puisqu'on est le long de la nationale, artisans, bureaux et des choses comme ça, eh bien à terme je suis sûr que ça peut être une opération qui sera intéressante pour la commune et qui ménagera pour nos successeurs des recettes de fonctionnement régulières. Après, dans tous les cas, certainement à sa valeur, ça peut se vendre, ça peut vendre des bureaux, peut vendre des choses, mais bon, on peut aussi être investisseur et conserver cette capacité de recettes. Dans le même temps, avec le programme Sequoia, dont on parlera tout à l'heure dans le cadre de la mutualisation, nous sommes en train d'étudier tous nos bâtiments et notamment l'aspect énergétique des bâtiments que nous voulons conserver, de façon à les réhabiliter avec des aides dans le cadre de Rénovant Beaujolais ou des choses comme ça, ce qui nous permettrait soit de les réhabiliter et de les vendre, soit de les réhabiliter et de les louer. Donc de façon à générer d'autres recettes. On a un immobilier qui est un peu éparse, certains sont intéressants, certains sont bien situés, intéressants. En revanche, ils ont un âge qui fait, et puis des conditions énergétiques qui ne sont pas optimisées, donc il faut les optimiser de façon à pouvoir les louer de manière plus positive pour la commune. Après, il y a les bâtiments que nous avons acquis aux fins de démolition, mais là, ça fait partie du projet de la gare, ce que l'on est en train d'étudier dans le cadre de ce réaménagement du centre-bourg. Voilà. Donc, cette opération nous paraît intéressante. C'est le moment. Les propriétaires aujourd'hui veulent vendre. Mercedes s'en va. Ils ont décidé de se désengager. Là-bas, c'est un coin stratégique le long de la nationale qu'il faut absolument maîtriser. Il ne faut pas que ce soit un promoteur qui vienne. Après, qu'on se fasse aider pour faire c'est pas notre métier de faire des constructions et autres. On se fera aider. En revanche,
on doit ménager le futur, et ménager le futur, c'est trouver des nouvelles ressources pour la commune, car nos ressources fiscales baissent. Il faut savoir que quand aujourd'hui toute l'économie est partie à la communauté de communes, hein, donc nous on touche uniquement les attributions de compensation, mais qui sont les mêmes tous les ans, c'est 1 649 000. Et quel que soit le nombre d'entreprises qui viennent, on n'aura pas plus, on ne touchera que la part de taxe foncière. La taxe d'habitation, elle part petit à petit. Hein. Là aussi, on est compensé, mais à hauteur de ce qui était en 2019. Ça veut dire que toutes les nouvelles constructions, ben, on n'en bénéficiera pas. On ne bénéficiera que du foncier. Hein. C'est quand même préoccupant pour le futur, sachant que nous, on a 2 postes importants. Ce sont nos recettes fiscales, hein, et puis c'était les aides de l'État. Aujourd'hui, les aides de l'État sont de moins en moins importantes. Les recettes fiscales sont linéaires, quasiment. Il n'y a que la taxe foncière qui peut continuer la progression. Après, quel levier il nous reste? Il ne nous reste plus qu'un levier, c'est d'augmenter les impôts. Mais augmenter les impôts, c'est la taxe sur le foncier bâti, hein, puisque l'habitation, il n'y en a plus. Le taux. Ben, les impôts, c'est... Les bases, elles évoluent chaque année en fonction du cours de la vie. En revanche, les taux, nous, on a des taux qui sont les mêmes depuis des années. Demain, si on veut créer de nouvelles recettes, on a différents moyens. Le plus facile, c'est d'augmenter les impôts. C'est pas le plus vertueux, on va dire, parce que nos habitants ont déjà le gaz à payer, l'électricité à payer, pas mal de choses. Donc je crois qu'il faut, on a toujours dit, enfin ça fait des années qu'on dit, il faut essayer de garder un niveau des taux le plus raisonnable possible. On pense que les taux que nous avons sont raisonnables et sont parmi les plus bas du secteur. On a des possibilités d'augmentation sans trop pénaliser les gens, mais il ne faut pas y aller. Et vous verrez tout à l'heure, on a parlé de la taxe d'aménagement, on va être encore amputé sur cette taxe-là, parce qu'il faut en reverser une partie à la CCSB, je vous expliquerai ça tout à l'heure, si vous le souhaitez, mais on ne peut pas toujours payer plus et rien encaisser. Donc, il nous semble, enfin l'exécutif on en a parlé, on a vaguement effleuré le sujet avec certains d'entre vous lors de la dernière réunion urbanisme où nous étions présents, ça nous paraît être quelque chose de pas forcément idiot. Alors pour répondre à la question de Sandra sur la dépollution, c'est un garage Mercedes, effectivement il y a une recherche de pollution et de toute façon c'est pollueur-payeur. Donc s'il y a pollution, c'est d'abord, c'est le vendeur qui s'en occupera, et lui, il a son locataire qui est chargé de dépolluer. Les sites sont dépollués par les occupants. Et comme, ça pourrait être différent si la personne déposait le bilan, par exemple. Alors là, ça serait plus compliqué. En revanche, aujourd'hui, ils vendent, enfin, Christian doit le savoir, et ils vendent, ils déménagent, hein, purement et simplement, ils se construisent un nouveau bâtiment. Donc, ils quittent les lieux en parfaite intelligence avec les propriétaires, et donc ils doivent rendre le site dépollué, donc il y aura une dépollution. Mais il n'y a pas énormément de pollution parce que c'est au niveau des sols par rapport aux vidanges, ils font des vidanges, donc même s'il y a des est-ce qu'au niveau des sols, ça ne va pas nous bloquer sur une certaine durée à dire on ne peut pas faire, par exemple, pendant tant de temps, parce qu'il y a la dépollution par des entreprises, mais il y a aussi le côté naturel. Est-ce que ça ne va pas nous bloquer? Parce que moi, je ne parle pas forcément des toits ou des choses comme ça. Je parle aussi du fait qu'il y a des vidanges. Il y a tout ce qui est hydrocarbures, des choses comme ça. Il y a pas par terre. Non, il n'y a qu'une fosse. Il n'y a qu'une fosse en béton. Et en principe, il n'y a pas une grosse dépollution. C'était beaucoup de freinage, des choses comme ça. Donc, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas énormément. Ils stockaient, j'avais visité, ils stockaient quelques bidons derrière, mais tout ça, ça a été déjà dégagé et dépollué. Et en fait, la dépollution, ils vont tout dépolluer. Il n'y a pas de délai, c'est pas comme quand on a un risque, par exemple, quand il y a des cuves enterrées, risque de fuite sur une cuve, ça veut dire qu'on peut avoir des sols, il faut descendre très bas, etc. Non, là, c'est pas le cas. Et puis, la deuxième chose, c'est que là, on parle de la partie de 1000 m² où il y a le bâti, et dedans, il y a une fosse qui doit faire, je sais pas, 100 m², ou 100, enfin, je sais pas, je l'ai vue à l'œil, mais elle n'est pas très importante.
Et tout le reste, c'est du stationnement, c'est des espaces verts. De toute façon, il y a des diagnostics qui sont Bien faits par sûr, des... oui, mais c'est obligatoire. De toute façon, attendez, là aujourd'hui, on est en train de prendre une décision pour ou contre. Si on prend compte, c'est facile, le dossier est clos. Si on la prend pour, derrière, il y aura un compromis de signé, et le compromis va permettre de faire tout un tas de diagnostics qui sont à la charge du vendeur. Hein. Et pendant ces diagnostics, ce qui sera identifié comme pollution, ça pourra être traité à l'issue du départ de l'occupant, mais ça sera traité. Le site doit être rendu propre. Ça, c'est aujourd'hui, c'est impératif. Voilà. C'est impératif. Je voulais juste revenir là-dessus. Donc déjà, merci d'avoir reporté d'un mois pour qu'on puisse un peu se renseigner, tout ça. Parce que ça m'a évité, finalement, moi, après m'être renseigné, un peu à regarder. Effectivement, je pense que le projet, effectivement, est intéressant pour la commune. La seule chose, c'est qu'en fait, je suis souvent interpellée par des gens de la commune qui me disent « vous achetez beaucoup ». Et moi, je voudrais savoir quelle réponse tu peux apporter à ces personnes qui ne voient pas forcément l'intérêt de certains de nos achats. Tu as répondu déjà sur une partie des questions. Et savoir aussi un délai, parce que c'est vrai que là, il y a l'aménagement, donc il y a des achats qu'on a fait en centre-village où les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on a acheté, qu'est-ce que ça va devenir. Là, par rapport à ce site, est-ce que tu as déjà une idée? Il serait premier trimestre disponible, si j'ai bien compris, 2023. Est-ce que l'aménagement, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver? Est-ce qu'il va y avoir une étude? Il va y avoir plein de choses. Les gens, je pense qu'ils ont besoin de voir un petit peu des dates butoirs pour peut-être se poser un peu moins de questions sur des achats sans forcément voir derrière quelque chose, des choses émanées de la commune. Donc, est-ce que tu as peut-être d'autres précisions à apporter Alors, je vais dire deux choses. Alors, pour ce dossier précis, premier trimestre ou deuxième trimestre, je ne sais pas, puisque les travaux, vous savez, quand les gens font des travaux aujourd'hui, avec les appros, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais à la limite, c'est pas grave, tant qu'on n'est pas engagé. Et je dirais au contraire, dès lors qu'on a signé le compromis, on peut commencer les études. Hein, on peut lancer les études. Et là, on sait où on va, puisque le bâtiment existant, lui, il va être loué soit en l'état, soit en faisant des cellules pour être plus adapté. Et si on a un projet autour, là, à ce moment-là, c'est notre démarche, c'est à relancer des constructions éventuelles et des choses, mais ça va se faire avec un certain délai, puisque ce sont des investissements qui seront à faire, qui seront assez lourds, et puis il faut les faire, je dirais, en bon père de famille, sans perturber les finances de la commune, sachant que le but, c'est au contraire d'amener des choses. Ça, c'est la première. Pour toutes les questions concernant les maisons existantes et tout, et qu'on peut poser dans la rue, mais je les invite à venir me voir. D'accord. Et je leur montrerai d'autres choses. Avez-vous d'autres questions? Oui, le bâtiment, lui, est en état. Je veux dire, il peut être reloué. Voilà, c'est pas pour, démolir. Aujourd'hui, il a une destination qui est une destination garage. Si demain, imaginons, il fait 1000 m². On dit on veut faire 4 cellules de 250 m². Une pour faire, je vais au bout du raisonnement, des bureaux, une pour faire un garage, pourquoi pas, une pour faire autre chose de proche, et une pour faire une activité petite industrie, parce qu'il ne faut pas d'industrie là-bas. Après, ça dépendra de la façon avec laquelle on loue. Il faudra peut-être faire des travaux d'isolation si on fait des bureaux. Peut-être un escalier intérieur ou que le toit, les 4 murs sont. Alors l'avantage, il n'est pas amianté, donc c'est un toit bac acier. Alors il n'est peut-être pas isolé, donc il faudra peut-être l'isoler, mais ça dépendra des activités. Okay. Aujourd'hui, pour un garage, on n'a pas besoin de ce type d'équipement. Demain, et s'il faut cet équipement, il faudra peut-être faire cet équipement. À ce moment-là, après, c'est trouver des accords avec les gens qui viennent. Pour soit c'est eux qui investissent, soit c'est nous qui investissons et le loyer change. Okay. Bon, mais ça, c'est du travail de professionnels de la restructuration de bâtiments. Et pour tout le reste, pour tous les agrandissements, là, à ce moment-là, c'est notre démarche. Okay. Le terrain va jusqu'à la rue? Oui. Que ça peut permettre aussi d'aménager, parce que c'est assez moche pour l'instant. Alors, ça peut permettre d'aménager de différentes façons. Au fil de l'eau, de manière idiote.
on le voit pendant les réunions de quartier, les gens discutent, on dit tiens, on pourrait faire des choses là. On peut faire, par exemple, à un moment donné, on avait pensé faire un trottoir qui irait jusque vers Leclerc, par exemple. Donc il passait chez Mercedes. Là, si demain on l'a, il passera chez nous. Alors ça veut dire qu'on va consacrer, perdre un peu de terrain, mais c'est pour une bonne cause. Si on, voilà, après, si on peut étudier des pistes cyclables et autres, mais ça fera partie de la requalification de l'entrée de Saint-Georges. On a suffisamment de largeur pour faire des aménagements, mais on peut consacrer une partie pour aider à ces aménagements. Et puis, il faut dire que ce coin qui est un peu... alors, c'est vrai que on ne peut pas demander ça à un investisseur pur et dur, mais il faut peut-être aussi amener un petit peu de verdure dans ce coin. On a les alignements de platanes vers Leclerc et puis la zone industrielle, mais là on pourrait avoir des espaces verts un peu plus fournis avec des arbres qui amèneraient un peu de fraîcheur et de qualité d'occupation pour les entreprises qui viendraient ici. Pardon ? Alors il y a le zéro artificialisation nette, effectivement. Demain, tout ce qu'on va construire hors zone déjà artificialisée va être décompté sur notre crédit, nos droits à construire. Et ça va être extrêmement contraignant. Donc là on peut construire on n'a aucun problème, puisque au contraire, on a 100 d'artificialisés, à la sortie on n'aura peut-être que 80. Donc ça sera plutôt vertueux. Et ça, un promoteur ne le fera pas forcément, sauf si on lui impose. Donc, dans l'absolu, s'il y a un compromis qui est signé, il y a forcément des clauses suspensives. Dans le cadre du compromis, vous avez réfléchi à l'ensemble des clauses suspensives qui pourraient être... Alors, les clauses suspensives, quand un acquéreur moyen achète, moyen, quand je dis moyen, c'est pas quand il y en a supérieur à autre, mais lambda, on va dire, pour être plus compréhensible, achète un bâtiment, il met des conditions. Les conditions, les principales, c'est l'obtention d'un prêt, quand il fait un prêt. 2, c'est l'obtention d'une autorisation de construire s'il veut construire. Aujourd'hui, on ne peut pas assujettir ça d'une autorisation de construire, puis c'est nous qui les décernons. Donc on sait très bien quels sont les droits à construire ici, et il y en a. Donc, la question ne se pose même pas. La question de l'emprunt, après, conditionner ça à l'obtention d'un emprunt, ça paraît un petit peu ridicule, parce qu'une collectivité, elle n'a pas les mêmes problèmes qu'un particulier. Mais je pensais plutôt des clauses suspensives pour que eux, s'ils font la dépollution et qu'effectivement ils rendent le terrain, on ne la connaît pas pour le moment la pollution qu'il peut y avoir, mais qu'ils soient vraiment engagés à le faire, parce que je pense que si on se met en tant qu'acheteur... C'est obligatoire ça, donc... Oui. Alors, il faut que la société soit solvable, c'est-à-dire Silax soit solvable. Mercedes, c'est pas le groupe Ah Bernard. oui, c'est le groupe Bernard. C'est le groupe Bernard. Oui. Donc là, normalement, ça va, on n'a pas à s'inquiéter. Et deuxièmement, le propriétaire qui est Silax, il a l'air fiable aussi. Alors, de toute façon, c'est la manière dont on va rédiger cette voilà, c'est là où il y a l'importance. Là, ils doivent la dépollution. Mais on peut insister en disant qu'à l'issue, d'abord, il y aura un bureau d'études qui va être mandaté et qui va dire c'est pollué, c'est pas pollué. Ça, c'est la première chose. Et là où c'est pollué, il va dire il faut dépolluer. Et après, avant de signer la vente, on demandera au même bureau ou à un autre bureau d'études de contrôler que c'est bien fait. Et si c'est pas fait, il faudra aller plus loin. Donc là, je crois que c'est de droit, Franck, c'est ce que tu disais, c'est de droit. Oui. Donc ils doivent. Mais il faut qu'on s'assure effectivement que ce soit fait. Bien sûr. Si c'est pas fait, la vente peut être annulée. Oui, voilà. C'est quasiment de droit, et s'il n'a pas les moyens de payer la dépollution, on diminuera le prix. Ouais. Voilà. D'accord. Par contre, vous sur le prix. Donc, sur cet aspect, c'est très très important, vous avez raison de le souligner. En revanche, aujourd'hui, il y a
peu de risques si les sociétés avec lesquelles on traite sont solvables. Merci. Autre chose sur le prix. Donc le prix qui serait arrêté, ce serait 1 450 000 euros. Non, parce que comme vous nous avez titillé et tout, on est monté au créneau et nous sommes convenus de traiter 1,4 million, 100 000. Oui. On aurait pu être un peu en dessous, non, aussi non. Alors, Jean-Christophe, la prochaine fois, je te demanderai de venir avec moi. Avec plaisir. Non. Alors, non, mais dans la mesure où on est sûr de la dépollution, qu'effectivement les entreprises vont au bout de leurs engagements, on ne se trouve pas avec quelque chose où on va être... De toute façon, on ne signera pas la vente si ce n'est pas dépollué. D'accord. Ça, c'est clair. Ou alors, on la signera en disant on enlève tant sur le prix, enfin, le montant de la dépollution. Bon. Voilà, Ouais. tu peux annuler la vente ou ça peut Enfin, être... je pense qu'il vaut mieux faire les choses dans l'ordre. Oui. Alors, d'un autre côté, j'ai trouvé intéressant ce que vous avez traité tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que c'est dans une perspective globale Corée et de la commune de finalement préserver ses ressources pour l'avenir. Donc ça voudrait dire que non seulement ça ce serait une opération pour l'avenir, parce que c'est de ça qu'on parle, mais que peut-être aussi dans l'avenir la commune va entretenir, alors vous avez parlé de séquoia, valoriser les bâtiments actuels de la commune qui ne sont pas loués et qui peuvent être disponibles pour X. Est-ce que ça c'est vraiment une vision pour le futur, Oui. dans laquelle on va se diriger? Alors aujourd'hui, nous avons retenu le Bureau Veritas qui va nous analyser sur le plan thermique. Ça a démarré. Ils ont 3 mois pour nous rendre leur dossier. Il y a combien? Il y a 22 bâtiments. 22 bâtiments qui vont être étudiés. À l'issue de cette étude, eh bien, on va... qui dira, voilà, ce bâtiment, ce qu'il faut faire, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, il faut faire ci, ça. On va engager les travaux de rénovation nécessaires pour les rendre Et alors, rentables. dernière question. L'étude du centre-bourg avance. Elle donne déjà des indications qui me semblent être intéressantes. Pour autant, il y aura un coût aussi pour la commune. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation du centre-bourg, de la réhabilitation du centre-bourg, à terme, sur les 3-4 ans, il va y avoir des coûts aussi pour la commune. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, de toute façon, en intégrant cette acquisition plus les coûts que ça va engendrer, on est capable de le faire et de s'engager sur l'ensemble dans les 4-5 ans qui viennent? Alors, moi, je vous demande ça parce que, comme je ne suis pas à la commission finance, donc je n'ai pas la bonne appréhension de ce dossier-là et j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus. Alors, il y a une chose, le réaménagement du quartier de la gare, a priori, il n'y a aucune raison pour qu'il génère des coûts pour la commune. Oui. Puisque tout ce quartier entre on va dire, la route nationale et la gare, enfin, il y a une partie qui est publique. Là, si on décide de faire des travaux sur le public, sur le parking Charles de Gaulle, sur les maisons, tout ça, ça nous incombera. En revanche, tout le coin où il y a un promoteur privé qui est intéressé, qui va réaliser des équipements, même des voies mode doux pour aller à la gare depuis le centre, etc., ça sera réalisé par eux. En fait, nous, on n'est pas partie prenante. Et je dirais même mieux, aujourd'hui, ça devrait un peu nous rapporter, puisqu'on a un bâtiment qui est là-bas, qui dort depuis des années, qu'on nous reproche, mais il n'a pas fait que dormir, puisqu'on l'a loué quand même à certains moments. Aujourd'hui, il va rentrer dans ce projet, et nous, on a... Alors, soit on peut dire on va se faire un immeuble à nous, mais ce n'est pas notre intérêt. Il faut le rentrer avec le promoteur de façon à ce que ça complète l'aménagement en fonction de ce que nous aurons choisi avec nos bureaux d'études. Merci. Alors, même pas. J'ai répondu à tout. Oui, mais on aurait pu en parler plus longuement, mais il y a déjà pas mal d'informations. Si. Moi, je voulais demander si Alors, c'est 1,4 million
TVA, enfin, hors taxe ou TTC. Non, c'est... Parce que, étant donné qu'après c'est une pépinière d'entreprise qui va s'installer, je pense que les artisans qui vont vouloir s'installer vont vouloir récupérer. Oui, mais après, il y aura un choix différent après. Il y aura un choix, il peut y avoir un choix après coup. Après coup. Bien sûr. Donc, on Il achète peut y des avoir, TTC, je dis, on il peut. récupère pas la TVA sur l'achat. Non, mais là, c'est un un... annexe qui serait créé pour Non, récupérer. non, pas aujourd'hui. D'accord. Et c'est pas de la compétence de la CCSB de mettre une pépinière. Ça peut être de sa compétence, mais il faut qu'elle l'exprime. D'accord. Et là, elle est peut-être pas au courant du projet. Ah si, on en a parlé. Mais Si. ils ont pas. Bah, en général, tu sais, les projets communaux, ils laissent bien les communes se débrouiller un peu. Donc, on peut pas Ils ne veulent pas les gêner. On peut pas compter des dates. Bah, non, mais on peut très bien dire, c'est un projet intercommunal et vous prenez le truc. Et après, nous, on a Non, pas c'est rien à y pas- voir. ouais. On touchera la taxe foncière, point. Si on venait en deux, ils font pas l'entrée. Ah ben non. C'est ou l'un ou l'autre. Oui. Mais c'était envisageable. Qu'est-ce que je vais dire d'autre oui, non, mais je voulais dire... Non, pour reprendre quand même, pour aller plus loin avec Jean-Christophe, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait là, on le fait dans un cadre plus global. Parce que nous avons d'autres investissements. Aujourd'hui, nous avons entamé une démarche d'investissement lourd, alors structurant, enfin, le terme structurant n'est pas bon, mais on va dire de tous les jours avec tout ce qu'on fait sur Port-Chanin en matière d'assainissement, ce qu'on va faire sur Bel-Air, ce qu'on va faire sur après les voiries que nous allons réaliser, le quartier de la Gare qui se finit, mais là c'est intercommunal, le boulevard de l'Ulna, le chemin du Midi, la route de Port-Rivière qui est communale, la route de Bel-Air qu'on va refaire complètement requalifier. Donc ça, et puis après il y a le projet du restaurant scolaire, du déplacement de la turbulette, de l'éventuel agrandissement de l'école maternelle. Donc ça fait des sommes importantes et on les intègre dans la réflexion. Oui. Donc un jour, on se fera une réunion, si vous voulez, en commission finance et autres, et on parlera de tous ces projets, on fera une vision prospective sur les 10 ans qui viennent pour la commune. Oui, alors ça, je vous en remercie, parce que là, j'aimerais bien aussi être présent éventuellement. Comme d'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait une commission urbanisme élargie justement pour qu'on envisage au mieux tout ce renouvellement qu'on doit faire au centre-bourg. De toute façon, c'est au conseil municipal de partager tout ça. Oui. Il y a des projets qui sont tellement transversaux et structurants que la seule commission, et je ne veux pas dire qu'elle est dépassée, mais ça la dépasse en termes de partage, mais pas en termes de compétences. Merci. D'autres questions? On l'espère. Alors, si, à titre indicatif, pour vous dire, sur la route de Port-Rivière qu'on va lancer prochainement, nous avons déjà une subvention du département de 170 000 €. Et vendredi, c'est Bernard qui s'arrange toujours pour que je ne sois pas là quand il faut aller chercher une subvention, qui ira la chercher. Merci Bernard. Non, il sera sur la photo. On aura un retour du rapport de Securitas par rapport au Veritas. Au niveau. Ah ben bien sûr, on va en parler. Oui. Pour savoir quel On va en parler, mais on va en parler, oui, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, ils commencent. Ils ont commencé la semaine dernière. D'autres questions? Pas d'autres. Donc, je vais vous lire une délibération. La délibération, pardon. Objet acquisition de la parcelle B numéro 1115. La commune de Saint-Georges-de-Renins envisage l'acquisition de la parcelle B numéro 1115, 650 avenue Léon Feuillard à Saint-Georges-de-Renins, propriété de l'entreprise Silax. Il s'agit d'un ténement d'une superficie de 9 339 m², comprenant un local commercial de 1000 m²,
Vu l'avis des domaines en date du 1er avril 2022, évaluant tellement 1 100 000 €, le maire rappelle que l'avis du service des domaines ne constitue qu'un avis simple, de sorte que la collectivité peut s'en écarter sur réserve non justifiée. C'est l'avis des domaines d'ailleurs. Moi j'ai vu le directeur des services fiscaux qui m'a dit « mais vous pouvez vous en écarter en argumentant ». Vu l'arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui apporte d'utiles précisions s'agissant des conditions dans lesquelles il est possible, dans le cadre d'une acquisition de parcelles, de s'écarter de l'évaluation du service des domaines à condition que cet écart soit justifié. CA Bordeaux, 9 mai 2019, numéro 17 BX 01308. Considérant en l'espèce que la commune de Saint-Georges souhaite acquérir la parcelle BNE numéro 1115, classée en zone UIC à un prix plus élevé que l'évaluation du service des domaines en raison des considérations d'intérêt général attachées à la préservation et au maintien du tissu économique par le développement de la zone d'activité communale dans laquelle la parcelle B numéro 1115 est incluse. L'acquisition de cette parcelle permettra en effet à la commune de maîtriser l'affectation de cette parcelle en la destinant au développement de la zone d'activité communale, ce qui permettra de conforter l'attractivité économique du territoire. Le plan de la parcelle a été joint en annexe de la note de synthèse. Après délibération, le conseil municipal fixe le prix de l'acquisition de la parcelle B 1115 à 1 400 000 € hors frais d'acte, autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition, dit que le montant de l'acquisition de cet élément est bien inscrit au budget 2022 de la commune. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour votre décision et vos questions pertinentes. 4. Règlement budgétaire et financier. Blandine. Alors, je vais vous parler des 2 points suivants qui vont être passionnants. Je commence donc par le règlement budgétaire et financier. Donc, pour vous résumer la situation, donc vous avez eu le règlement en annexe. En fait, jusqu'alors, on était sous la nomenclature M14. Et donc, à partir de 2024, on a l'obligation donc de passer sous la nomenclature M57. Donc nous, on a un peu anticipé les choses et on a décidé de le faire à partir du 1er janvier 2023 puisque ça permet d'avoir l'aide du trésorier pour le passage, chose on n'aurait pas forcément eu l'aide à partir en 2024. Donc ce qui se passe, c'est que la M57 oblige à écrire un règlement budgétaire et financier. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas. En fait, rien ne change, sauf qu'en fait, on écrit ce qu'on fait, pour faire simple. Donc, d'où le règlement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement que vous avez dû recevoir? M14, c'est un peu comme un plan comptable. C'est ça, c'est ça, c'est le plan comptable M14, et là, on passe au M14, M57. Voilà. Donc voilà, après il y a rien, ça va rien nous changer, ça ne change rien du tout. Simplement qu'on écrit ce qu'on faisait jusqu'alors. Voilà. Voilà. Donc je vous lis la délibération. Si vous avez des questions qui viennent pendant le cours de la délibération, vous les poserez, il n'y a pas de souci. Donc, Monsieur le maire expose, vu l'inscription budgétaire et comptable M14 applicable actuellement au budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins et son budget annexe d'assainissement, vu l'article 106.3 de la loi numéro 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donc la loi NOTRe, autorisant les collectivités territoriales et les établissements publics par délibération de l'Assemblée délibérante à adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 pour leur budget géré actuellement en M14. Attendu que ce référentiel M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au 1er janvier 2024, considérant l'opportunité que présente la mise en place de cette nomenclature comptable par la commune de Saint-Georges-de-Renins au 1er janvier 2023 dans une démarche plus globale de refonte de son approche comptable, considérant l'avis favorable du comptable sur le passage en M57 des budgets gérés en M14, donc le conseil municipal devra décider d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget principal de Saint-Georges-de-Renins et son budget annexe d'assainissement à côté du 1er janvier 2023, de conserver les modalités de présentation de budget antérieur, un vote par nature
avec une présentation fonctionnelle, de conserver les modalités de vote du budget antérieur, donc un vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement, avec sur les chapitres opérations d'équipement de la section d'investissement. D'adopter le règlement budgétaire et financier annexé à la présente note de synthèse applicable au 1er janvier 2023, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Enveloppe comprenant les crédits pouvant être dédiés aux dépenses imprévues. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. Donc en fait, il va y avoir plein d'écritures en interne qui vont être générées pour passer d'un nouveau plan entre guillemets non, en fait, comptable à partir du 1er janvier, on change la présentation. D'accord. Ça se change. D'accord. Non, en fait, on change la présentation et nous, on l'anticipe d'une année. D'accord. Pour obtenir des aides, en fait, du trésorier. Du soutien. Voilà, c'est ça. Ça permet qu'on a une personne qui nous aide à faire le changement. Ok. Non mais nous, c'est à partir de 2024 que c'est comme ça. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et donc la suite, c'est par rapport à la détermination des durées d'amortissement et d'immobilisation. Donc en fait, cette délibération, on l'avait déjà pris en 2015. Donc le tableau, il est identique en termes de durée. La seule chose qui change, c'est dans l'article 2. Puisque en fait, la méthode d'amortissement jusqu'à présent, elle était linéaire. Et à partir de maintenant, elle va être linéaire au prorata temporis. Donc on va tenir compte de la date d'acquisition du... Voilà. Donc c'est toujours en lien avec cette histoire de M57. Donc là, on est obligé de reprendre une délibération qui est pratiquement identique à celle de 2015. Simplement, sur l'article 2, on change la méthode appliquée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous avais dit que ça allait être passionnant. Je vous lis la délibération. C'est sûr. 3 pages. Monsieur le maire expose, conformément à l'article L. 2321-2, alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales, les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. L'amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à compter du 1er janvier 1996. Pour rappel, les immobilisations sont des éléments d'actifs destinés à servir de façon durable à l'activité de la collectivité. Les immobilisations comprennent tous les biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité. L'amortissement est une technique permettant de constater comptablement la dépréciation d'un bien sur sa durée probable de vie et de dégager une ressource en investissement destinée à son renouvellement. La constatation de l'amortissement de l'immobilisation constitue une opération d'ordre budgétaire permettant de générer un crédit en recettes d'investissement et un débit en dépenses de fonctionnement. L'amortissement peut être réalisé selon 3 méthodes différentes, linéaire, variable ou dégressive, la méthode linéaire étant favorisée par les collectivités. L'article L. 2321-1 du CGCT précise les immobilisations concernées par ce dispositif. À l'article R. 2321-1 du CGCT précise également le principe selon lequel l'Assemblée délibérante a la possibilité de fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur 1 an. L'amortissement commence à la date de mise en service, conformément à la règle du prorata temporis. Néanmoins, le conseil municipal peut justifier la mise en place d'un aménagement de la règle du prorata temporis dans les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour les catégories d'immobilisation faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire. Cette simplification consiste à calculer l'amortissement à partir du début de l'exercice, suivant la date de mise en service, la durée annuité courant jusqu'au 31 décembre de l'exercice, même lorsque le bien est vendu en cours d'année.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de son affichage et sa réception par le représentant de l'État. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation, cession, affectation, réforme, destruction. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien, la nature du bien ou la suite d'une dépréciation. Cette révision fait l'objet d'une délibération. La base amortissable est alors modifiée de manière exclusivement prospective. Le référentiel budgétaire et comptable M14, M57 précise que les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'Assemblée délibérante, à l'exception donc des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés par l'article L121-7 du Code de l'urbanisme, qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans, des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans, des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximum de 5 ans, des frais qui sont amortis sur une durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève, des subventions d'équipement versées qui sont amorties donc, sur une durée maximale de 5 ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de 30 ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations, ou sur une durée de 40 ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructure d'intérêt national. Donc le conseil municipal de Saint-Georges, vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, M57, vu les articles L 2321-2 alinéa 27 et R 2321-1 du CGCT, entendu l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, donc on va délibérer ensuite, décide donc l'article 1 de fixer à compter du 1er janvier 2023 les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit. Donc là, on reprend le tableau qui est dans la délibération. Et donc, on n'a rien changé sur les durées pour l'article 1. Et l'article 1, donc là où il y a le changement, la méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire pro rata temporis, ces dépréciations étant réparties de manière égale sur la durée de vie du bien. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Convention de mutualisation des services 2022-2026 entre la CCSB et les communes membres. C'est pour moi la patate chaude. D'accord, merci. Je vais vous lire le texte. Le maire expose, à l'occasion du transfert de la piscine de la commune à la communauté de communes, une première convention de mutualisation des services a été passée entre la commune de Belleville et la CCSB en 2007. Nous n'y étions pas. Sur la base des principes de cette convention, depuis le 1er janvier 2009, l'ensemble des services de la communauté de communes et de la commune ont été organisés de façon mutualisée. Cette organisation a connu plusieurs évolutions, notamment à l'occasion des regroupements de communautés de communes et de création de communes nouvelles. En référence à l'article L 5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales, afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Ce projet a été adopté par délibération du conseil communautaire en date du 3 février 2022. Hors des compétences transférées à un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres et un ou des établissements publics dont il est membre peuvent se doter de services communs. Le service commun, outil juridique de mutualisation de services, concerne tout type de mission opérationnelle et fonctionnelle. Il permet de regrouper les services, de mettre en commun les moyens et de rationaliser les coûts de mise en œuvre de leur mission. Les conditions de ces mises en commun de services sont réglées par convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil communautaire, par délibération en date du 9 décembre 2021, a décidé la création de services communs à compter du 1er janvier 2022.
Afin d'optimiser les moyens et les coûts, la CCSB propose d'ouvrir une partie de ses services communs à ses communes membres. La convention proposée a pour objet de définir les modalités de mutualisation de ces services. L'adhésion aux services communs proposés par la CCSB est laissée au libre choix des communes. Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 février 2022 adoptant le schéma de mutualisation 2022-2026, vu la délibération du Conseil communautaire du 9 décembre 2021 portant création des services communs, vu le CGCT, notamment les articles L5111-1-1, R5111-1, L5211-4-1, L5211-4-2, D5211-16, vu l'avis du CT, CHCT commun de la CCSB et de la commune de Belleville-en-Beaujolais en date du 6 décembre 2021 donnant un avis favorable au schéma de mutualisation 2022-2026, vu l'avis du CT, CHCT commun de la CCSB et de la commune de Belleville-en-Beaujolais en date du 10 octobre 2022 donnant un avis favorable à la convention de mutualisation des services entre la CCSB et ses communes membres et à la convention de mutualisation des services entre la CCSB et la commune de Belleville-en-Beaujolais, CCAS de Belleville-en-Beaujolais, le STEU, le SURB, le syndicat mixte Libertec et le syndicat mixte des rivières du Beaujolais, vu le schéma de mutualisation 2022-2026, le conseil municipal, après délibération, décide d'approuver la convention de mutualisation des services 2022-2026 entre la CCSB et ses communes membres, d'adhérer aux services ouverts gratuitement aux communes. Alors, cocher les services retenus, accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du programme Acte Amis Sequoia. Là, on coche, puisqu'on l'a utilisé, c'est pour l'étude énergétique. Assistante, conseil, recherche de financement et accompagnement au montage des dossiers de subvention. Oui, on coche, mais parce que c'est la mode. Oui, parce que c'est gratuit. Mais c'est gratuit, il faut tout cocher. Ça rapporte rien. Programme Petite Ville de demain. T'es On comme coche. Ça, ouais. Bah oui. Ben alors, il faut savoir. Si. Mission d'accompagnement aux communes MIDAC, je ne sais pas ce que c'est. Si Petite Ville de demain, on a coché. Oui. Là, c'est bon. Non. Non, il y a Belleville et Beaujeu. Oui, je sais, c'est Belleville et les Beaujeu. Mais est-ce que ça... Mais on pourrait. Est-ce que ce serait pas d'utilité pour la commune dans le plan qu'on a du... Alors, attends. On n'a pas proposé. C'est pas qu'on n'a pas été retenu. Non. Au début, on ne l'a pas proposé. Maintenant, on nous dit, mais ça serait peut-être bien de vous y raccrocher. Alors, objectivement, moi, je veux bien qu'on le mette, mais je ne sais pas... la finalité. Qu'est-ce que ça veut dire, petite ville de demain? C'est des aides pour des communes de moins de 20 000 habitants. Oui, ah bah oui, de toute façon, on est dedans. En revanche, il y a à boire et à manger dedans. Alors, mais est-ce qu'il ne faut pas cocher et on verra? C'est gratuit, là, pour... Allez, on coche et puis on verra. Merci. Mais de toute façon, c'est un programme. Alors, on n'est pas obligé de le prendre. Oui, voilà. Mission d'accompagnement en commune, je ne sais pas ce que c'est, MIDAC. Vous savez ce que c'est, vous? Non. C'est pour les filles. Oui, d'accord. Et ça veut dire quoi? Quand tu vas prendre le train, il t'accompagne? Non, mais... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, selon le principe de Bernard, on peut dire si c'est gratuit, on prend. Mais bon. Bah oui. Adhérer aux services communs faisant l'objet d'une refacturation, cocher les services retenus, prévention et sécurité au travail. Alors ça c'est bien, on l'utilise depuis 2 ans. Le drame c'est que les prix augmentent tout le temps avec eux. Mais bon, après on peut mettre le haut là. Instruction ADS. Alors, c'est l'urbanisme. Ah. Alors, on le prend, parce que de temps en temps, on leur demande, mais de moins en moins. C'est de moins en moins. De moins en moins, oui. Mais il peut y avoir un point, parce que c'est vraiment l'auberge espagnole, c'est la carte. C'est facturé à la carte, on est d'accord, c'est à la tâche, c'est au dossier, c'est pas tous les ans. Non. Maintenant qu'on a Paul Willem, normalement, on devrait quasi jamais faire appel à formation. À compter du 1er janvier 2023. Oui, Paul, il dit ça parce que ça lui fait moins de temps. Mais bon. On peut prendre le train.
Oui, mais bon, mais ça, on le prendra. Oui, mais ça... Ouais, bon, archive RGPD. Archive, on l'avait dit qu'on le prenait. Formation. Le centre de gestion ne fait rien. On coche partout. Ah ben moi, l'année, je prends pas. C'est quoi, archivage? C'est la prestation. C'est à la prestation. C'est la prestation. Aujourd'hui, il y a tellement de travail à faire sur Belleville et sur la communauté de communes qu'ils n'ont pas le temps. 6 mois, ils ne sont pas disponibles pour les autres communes. Alors, on vous a présenté le dispositif, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que c'est un spécialiste de l'archivage qui va venir dans les différentes communes avec une nomenclature bien définie, savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on peut éliminer et avoir un classement digne de ce nom. Alors, déjà, pour éliminer, il faut une délibération. On ne peut pas éliminer, parce que tel que je vous connais, vu votre bureau, là, un jour on va revenir, moi j'en aurai même plus, même le siège il va partir. Alors, je me méfie. Oui, moi aussi, sur les papiers. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le met? Bon, marché public, achat, groupement de commandes. Ça, c'est plus discutable. Si on ne le prend pas aujourd'hui, on peut le prendre demain? Non? Oui, il faut tout prendre. On a déjà passé le marché. Ça, c'est dans le dossier. Oui, mais on en a fait avec Saint-Étienne-des-Ouillères, Blacé, Rivolet et Lasna, et on en a fait un pour les... C'est curieux, ça. Ben non. Si on l'a fait ailleurs. Oui, mais on l'a fait ailleurs parce qu'on en a trouvé besoin. En même temps, ça serait un peu plus logique de le faire avec les autres, on a juste... Mais, non, mais les autres, on n'a jamais fait cette démarche. On a juste signé un... Oui, mais c'est bizarre que ça n'existe pas avec notre propre... Oui, mais ils veulent le faire, mais moi, il y a des trucs que je ne ferai pas avec eux, je ne veux pas payer plus cher. Et ça nous laisse encore le droit de choisir ce qui est le plus intéressant. Si on a la même proposition avec l'agglo et la même, mais un prix différent, on n'est pas obligé de partir. Non, mais on peut le faire nous-mêmes aussi. Oui, voilà. Oui. Le seul intérêt sur les marchés publics, c'est parfois les seuils. On est parfois limite, il ne faut pas dépasser ou dépasser. Là, l'appréciation est... Puis ça vous fait moins de boulot aussi. C'est à Saint-Paul, hein? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est à Saint-Paul, ça? Fourniture administrative. Si on mutualise, si on lance un marché, si on est plusieurs communes à lancer le marché, en termes de prix, on peut supposer... Pas sûr, pas sûr. Il y aura pas sûr. Moins de dépenses à l'unité. Je le mets vraiment à contre-cœur. Accepter les modalités de refacturation et de services communs, dire que les crédits sont prévus au budget. Je ne peux pas prévoir des crédits qu'on ne connaît pas, mais... Ouais, monsieur... Comment je peux dire que les crédits sont prévus au budget? Je ne sais pas combien il y a. On va les prévoir. D'accord. Bon, autoriser le maire ou son représentant. Non, c'est le maire là, qui va signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette décision. Toutes les questions qu'on se pose, elles sont quand même dans la convention. Oui, dans la convention. Oui, d'accord, mais... Par exemple, pour le marché public achat de groupement, c'est participation forfaitaire à la demi-journée. Voilà. On n'a pas le montant, certes, mais... si, après c'est l'archivage, c'est pareil, près d'une la demi-journée, on paye... C'est qu'il y a des c'est bon ça. Si, on oui. Mais bon, allez, c'est le maire qui décidera. Alors là, Question? Non? Allez, qui est pour... c'est vrai que...
pas très chaud pour la mutualisation parce que je ne suis pas sûr de l'intérêt financier dans tous les domaines. Oui. Et là, on y va de façon forcée. On peut sortir aussi. Non, mais on pourra sortir. Donc, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, merci. Une demi-journée, par exemple, d'archivage, ça coûte 150 €, alors qu'en temps normal, une demi-journée d'un employé, c'est un peu plus. Hein. Je me rappelle de ce truc qu'on avait évoqué. Oui, sauf que, à contrario, ils ne connaissent pas la commune. Donc, ce qu'ils archivent... Oui, mais justement... Ça va couper, là. C'est un peu comme quand toi tu fais tes papiers et que tu vas sur le site des impôts et que tu vois ce que tu dois garder. Oui, toi tu jettes tout, mais moi je jette pas. Enfin, tu sais que ça c'est temps, voilà, c'est ça. Enfin, moi quand je fais mes... Écoute, le papier c'est pas l'avenir dans des esprits mal organisés. Allez. Feu. Partage de la taxe d'aménagement. Tiens, celle-ci, elle va... Celui-là aussi. Tu veux mutualiser? Engagez-vous, partagez. Alors, partage de la taxe d'aménagement. Construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature nécessitant l'obtention d'une des autorisations d'urbanisme suivantes. Permis de construire, permis d'aménager, autorisation préalable. La taxe d'aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m² d'une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves, jusqu'alors facultative. Le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire tel que prévu à l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de toute ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Les communes membres ayant institué un taux de taxe d'aménagement et la communauté de communes Saône-Beaujolais doivent donc, par délibération concordante, définir les reversements de taxes d'aménagement communal à l'intercommunalité. Cette disposition est d'application immédiate à partir du 1er janvier 2022. C'est demain. Enfin, 2022, c'était hier. Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes concernées reversent le même pourcentage de leur taxe d'aménagement à la CCSB. Ce pourcentage est fixé à 17,5%. En effet, la CCSB, c'est là qu'on est dans le grandiose, assure un certain nombre de missions qui relèvent de l'aménagement en matière de développement économique, touristique, de transition écologique et en matière de gestion de certains équipements sportifs, culturels, de santé ou à destination de la petite enfance. Afin de déterminer ce taux, les élus ont convenu de fixer à 50% de la proportion des dépenses d'équipement réellement effectuées entre 2018 et 2020, à savoir 44 844 000 € pour les communes et 24 250 000 € pour la CCSB, soit 35%, soit 17,5%. Ce taux correspond également à 50% du coefficient d'intégration fiscale de la CCSB. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 109 de la loi de finances pour 2022, le conseil municipal, après délibération, décide d'adopter le principe de reversement de 17,5% de la part communale de taxes d'aménagement à la CCSB, de décider que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022 et sera donc dû à compter de 2023, d'autoriser le maire ou son délégataire à signer la convention et les éventuels avenants fixant les modalités de reversement avec chaque commune concernée ayant délibéré de manière concordante, d'autoriser le maire ou son délégataire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. En fait, vous avez lu la convention, il faut le calculer. Tout ça, c'est pour d'aménagement. Et qu'on nous a dit, si vous ne votez pas, de toute façon, vous ne toucherez plus rien. Ou vous versez 17,5% à la CCSB, ou vous touchez zéro. Ils interviennent quand même sur la commune, en termes d'aménagement quand même. Ils n'ont rien à faire du tout. Là où ils sont... Ils prennent pas la moitié comme ça. C'est pas eux qui l'ont décidé, c'est une loi. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est une loi qui a décidé
de faire partager. Et les 17,5%, c'est un calcul qui a été fait au niveau de la CCSB. Et s'il n'y a pas de reversement à la CCSB, on ne touche plus la taxe d'aménagement. Du tout. Du tout. D'accord. Ça veut dire que ce vote, à la limite, il n'a même pas lieu d'être. C'est fait d'avance. C'est lever la main, mais c'est pas lever la main parce que vous avez la volonté de l'appeler. Ça, on est d'accord. En même temps, mais alors après... Parce que décide d'adopter, c'est pas d'adopter, c'est de constater. Ouais, mais... C'est bon, Franck. Alors après, ça va être... Pardon? Franck, c'est bon. Donc en fait, c'est pas la communauté de communes, c'est la loi qui est en cause. Ah non, mais c'est pas la communauté de communes qui est en cause. C'est que les législateurs ont pris une décision, mais comme ça. Donc c'est 50%, mais au final, ils interviennent pas. Alors vous savez ce qu'il y a derrière ça? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on perd 17,5% des taxes d'aménagement qu'on a instaurées. Ça veut dire quoi? Qu'au final, si on veut les récupérer, il faut limite les augmenter. Eh ben voilà. Donc ça veut dire qu'on va obliger les communes à augmenter les taxes d'aménagement, et ça sera nous les vilains petits canards, alors qu'on n'a rien demandé. Parce que si au final, on s'est basé sur cette somme dans nos prévisionnels. Nous, quand on a décidé des taxes d'aménagement, on a 4%. Certains endroits où il y a des investissements plus lourds, on a 7%. Sauf que les investissements, ils sont faits par qui? Par la commune, pas par la communauté de communes, dans les aménagements. Les voiries, c'est notre compétence. L'assainissement, c'est notre compétence. L'eau potable, c'est le syndicat, mais derrière, c'est les contribuables qui payent. Donc, l'objectif caché, c'est... Enfin, à peine voilé, c'est qu'on augmente les taxes d'aménagement. C'est pour ça que je parlais de 2022, puisque c'est rétroactif au 1er janvier 2022. Ça veut dire qu'il va falloir, en plus dans l'application, maintenant c'est plus la DDT qui va le calculer, c'est le DGFIP, donc c'est les services fiscaux qui ne sont pas vraiment au courant des autorisations et autres, et il va falloir aller chercher, et c'est à la déclaration d'achèvement de travaux qu'on va pouvoir taxer la taxe d'aménagement. Ça veut dire que si les gens ne font pas leur déclaration d'achèvement de travaux, il faudra aller les voir et les contraindre de le faire ou les taxer d'office. Ça veut dire qu'on perd des dotations, comme tu as expliqué au tout début, plus on crée des lois qui nous font perdre ce qu'on est censé prendre en plus légalement. Il faut aller courir auprès de... En fait, ils veulent pas qu'il n'y ait plus de communes, que ce soit tout géré par des communes. Ça, c'est la deuxième, c'est l'autre étape. On peut taxer d'office. Pardon? On peut taxer d'office. Oui, oui, là on pourra taxer d'office, parce que ce sont les services fiscaux qui vont taxer. Si les travaux sont achevés, aujourd'hui, il y a des gens qui font la déclaration d'achèvement de travaux 5 ans après, 10 ans après, quand ils revendent. Et là, non, il va falloir les surveiller. Donc ça veut dire que pour nous, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilants, qu'on suive ça de très près, et qu'on les taxe. Donc on va s'organiser en fonction de ça. Donc pardon? faut fliquer, quoi. Il y en a qui finissent jamais. Et on va trouver ça comme dans certains pays, on va avoir toujours des frères qui vont sortir. Oui, mais là, on pourra taxer. On pourra taxer au-delà d'un certain temps, on pourra taxer. D'accord. Voilà, avez-vous des questions? On n'est pas d'accord. C'est cette somme qui sera reversée. Là, c'est double peine. Au niveau de la CCSB, cette somme sera reversée aux communes dans le cadre des fonds de concours. Des fonds de concours. Et dans ces fonds de concours, ça sera 350 000 €. Bien sûr, ont décidé d'abandonner pour les petites communes qui ont des besoins. Donc, ça veut dire qu'on a été généreux, mais il n'y avait pas ça à l'époque. Voilà. Des questions? Il n'y a pas le choix de toute façon. Non. Ils te le disent, hein, on peut s'abstenir, voter contre. Voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord pour à l'unisson voter pour cette merveilleuse chose? Qui est pour?
2. Qui a le courage d'être pour? 2, 3, 4, 5, 6. Fais le contraire. Les abstentions. Qui s'abstient? 30 les noms maintenant. 2, 4, 6. Allez, moi je m'abstiens aussi. Bon, allez, 7. Bruno. Oui. Abstention aussi. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Mathieu. Jean-Yves. Franck. Olivia. Ça fait 3 et 3, 6. Avec ton pouvoir aussi. Et le pouvoir. Mais tu votes pour... Comment tu votes pour le pouvoir? Pareil. Non, mais... On m'a dit, tu votes pour le Ça, c'est une sacrée confiance. Qui est contre? Personne. Allez. Voilà, c'est bien. C'est ça. Et 19 pour, oui, puisqu'il y a le pouvoir de signer. Bien. Convention territoriale. Non, recrutement d'un vacataire. Blandine. Donc, on a besoin des services donc d'un ancien professeur universitaire, donc Jean-Claude Béal. Et donc pour effectuer sa mission ponctuelle, il fallait qu'on lui fasse un contrat. Je ne vous dirai pas son âge, mais toujours est-il qu'on ne peut pas faire de contrat classique pour les personnes qui ont plus de 67 ans. Donc on est obligé de passer par un contrat vacataire. Donc c'est la seule solution qu'on a pour l'indemniser. On a mis une durée de 4 ans qui sera la durée maximum. Et donc on lui verserait, donc après suivant la délibération qu'on va prendre, un forfait annuel, il demandait 1 000 € par an net, donc ce qui représente 1 250 € brut à l'année, qui sera versé une fois par an. Voilà. C'est pour couvrir ses frais, donc il n'y a pas de présentation, voilà, c'est une rémunération de son travail, quoi. On a une idée du lieu pour le musée de l'UNA, parce qu'actuellement c'est un peu... Oui, mais vite. Mais pour le moment, il y a des choses qui sont en haut, là-haut, hein, c'est tout. Et d'autres un peu dans des cartons, ou des trucs comme ça. Vous avez déjà une idée du lieu Non, pas forcément. Donc dans un premier lieu, ça va être déjà pour faire un peu du tri et voir ce qu'on garde, et commencer à... recherches. Et son travail serait de... Pardon. Enfin de... C'est accompagné. De la roche. Le montant, tu veux dire quoi, les heures? Ouais, enfin le... En fait, c'est un forfait. Hein, c'est un forfait. Ouais, il fait quand même pas mal de boulot parce qu'il a beaucoup de travail de recherche. Et puis là, après, une fois qu'on va commencer à vouloir imaginer une présentation de collection, c'est là où ça va venir important. Puis il est à l'origine déjà de beaucoup de... C'est lui qui a géré les fouilles. En fait, c'est la personne qui a la meilleure connaissance de nos sites. Il a déjà beaucoup travaillé. Oui. Ah énormément. C'est même d'ailleurs une chance que ça soit lui qui veuille bien, bien sûr. gérer le truc, je trouve. On est en train de réfléchir là-dessus pour l'instant. Il y a une partie, dans tout ce qui est carte postale, tout ce qu'on peut trouver comme document à Saint-Georges. Par exemple, on est allé au château de Bayard, on a trouvé donc, les anciennes cartes de quartier. Et on veut faire aussi des maquettes, reconstituer une coin de Saint-Georges. Et puis après, exposer ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Donc il faut un peu de temps pour tout faire organiser. Après, le lieu, ça va se passer dans Saint-Georges. Mais pour l'instant, non, mais je pense que c'est... Par rapport à tout ce qu'on a trouvé... C'est tout notre travail qui va nous dire, finalement, on va le mettre là. Oui, par rapport au mètre carré qu'on aura besoin, en fait. Voilà. Et puis aussi l'accès... La visibilité. L'accès. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce contrat vacataire? Alors moi, c'est pas forcément une... du fait que la commune s'engage pour le musée de l'UNA et surtout d'avoir pu reprendre contact avec Jean-Claude Béal et que ce soit lui qui s'occupe justement de ce dossier et qu'il le suive. Merci. Merci. Je vous lis la délibération.
Donc, Monsieur le maire expose, vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Donc, recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter un vacataire pour effectuer le recueil de données afin d'accompagner la commune de Saint-Georges-de-Renins pour la création du musée de l'UNAI pour une durée prévisionnelle de 4 ans. Il est proposé également aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un forfait brut de 1 250 € par an qui sera réglé en une fois en fin d'année. Donc on demande donc au conseil municipal, donc décide, article 1, d'autoriser monsieur le maire à recruter un vacataire pour une durée prévisionnelle de 4 ans. Article 2, de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un forfait brut de 1 250 € par an qui sera réglé une fois en fin d'année. Article 3, d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Article 4, de donner tout pouvoir à monsieur le maire pour signer les documents et actes afférents à cette décision. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Convention territoriale globale de services aux familles, Bernard. Donc vous avez reçu toute la convention, je vais vous poser des questions si vous voulez bien. Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de convention de territoire global de services aux familles proposé par la CAF du Rhône. Cette convention de partenariat de 5 ans sera signée à l'échelle de la communauté de communes Saône-Beaujolais et elle a pour objet d'élaborer un projet social de territoire partagé. Cette convention de partenariat traduit les orientations stratégiques définies par la collectivité et la CAF en matière de services aux familles. La convention territoriale globale couvre des domaines d'intervention variés: enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap. Cet engagement vise par ailleurs à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et à favoriser l'émergence d'une démarche projet à l'échelle intercommunale. Monsieur le maire précise que la communauté de communes Saône-Beaujolais n'a pas la compétence jeunesse. Cette compétence jeunesse est une compétence communale. Le soutien par la CAF du Rhône des projets jeunesse en cours ou à venir au sein de la commune impose la signature de cette convention. Donc, monsieur le maire vous propose de signer cette convention. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je développe un tout petit peu? Je développe. Avant, nous avions, cette convention va remplacer le CEJ, c'est le contrat enfance-jeunesse. Aujourd'hui, c'est essentiellement la communauté de communes qui va se servir de ce contrat territorial global. Et c'est pour... c'est pour aider la turbulette, enfin c'est pour compenser les dépenses de la turbulette, essentiellement. Et nous, éventuellement, si on y adhère, le centre aéré pourra en bénéficier. À savoir que la CAF aide à hauteur de 0,15 centimes par heure de service rendu. Ça devrait faire de l'ordre d'une enveloppe de 3 000 € pour le centre aéré. Parce qu'actuellement, on ne s'en servait pas Actuellement, le centre aéré n'a aucune subvention de la CAF. Elle a essentiellement des subventions de la commune. Par contre, par rapport à la turbulette, elle est gérée par l'intercommunalité et les bâtiments sont à notre charge, c'est ça? Alors, et là-dedans, le contrat... Non, c'est plus compliqué. Justement, on est en train de faire le transfert, parce que normalement, elle a la compétence petite enfance et c'est elle qui devrait gérer ça. Oui. Donc on doit leur rétrocéder les bâtiments et c'est elle qui prend en charge la totalité. Et la CAF vient pour compenser le déficit. D'accord. Non, normalement non. On est en train d'écrire on est en train de faire les papiers pour, mais depuis 4 ans qu'on est à la CCSB, ça devrait être essentiellement la CAF. C'est comme le gymnase du CIVOS.
On refacturait en fait à la communauté de communes les frais des locaux actuellement. Avant, avec l'agglomération, du temps de l'agglomération, il y avait une annexe à la... Alors, on encaissait les loyers, et on faisait les petits travaux, nos services techniques allaient régler le chauffage, allaient changer une ampoule, des trucs comme ça, et ils nous versaient une somme de 7 000 € de mémoire de fonctionnement. On avait à charge tout le fonctionnement. Donc et on avait à charge tout le fonctionnement. Et on encaissait les Chauffage, loyers. Depuis la CCSB, c'est la CCSB qui devrait encaisser les loyers et qui devrait assurer tout l'entretien. Donc avec ce contrat, ça leur permettrait de toucher les loyers, ça... Non, ça, le contrat, il n'a rien à voir. Le contrat, aujourd'hui, la CCSB a signé, le 3 juin, on a voté, ça a été signé avec la CCSB. Eux, ils toucheront directement les subventions de la CAF pour les compensations des crèches. Nous, le seul intérêt d'adhérer à ce contrat de CTG, c'est de faire bénéficier le centre aéré d'une subvention. Et si on a d'autres projets, bien sûr, aussi d'en profiter. Ça permettrait au centre aéré de toucher 3 000 €. On reste propriétaire du foncier. Faut complètement dissocier aujourd'hui la turbulette de cette affaire. La turbulette, c'est géré par la CCSB. On est en train de faire les démarches pour leur transférer totalement le bébé, si je puis dire. C'est un sacré prestige, comme dit Patrick. Mais ça va se faire. Là, aujourd'hui, nous, on conventionne avec la CAF par rapport le contrat territorial global, et c'est tout. On le signe, et puis on fera le centre aéré, l'association des familles fera une demande, suivant le nombre d'heures qu'ils font, et ils seront subventionnés à hauteur de 0,15 centimes par heure. Donc, c'est simplement faire ce choix de conventionner avec eux. Ce contrat nous aidera que dans le cadre du centre aéré, mais... Parce qu'on a que ça à mettre en place. On a que ça pour le moment, mais après, ça peut nous aider dans la mise en place d'autres... Plus le centre aéré prendra de l'importance, plus il fera des heures, et plus il sera subventionné. Mais bon... Juste une petite question. Pour le comité de pilotage, s'il y a un comité de pilotage dans les conventions, tu vas y participer, toi? Oui. Hein? Et tu sais qui y participe? Non, c'est pas possible. Est-ce que le contrat enfance-jeunesse, ça s'arrête à quel âge? Parce qu'actuellement, centre aéré, il y a un certain âge. Est-ce que là... Ça va jusqu'à ado. Jusqu'à ado, donc c'est quoi ado pour toi? C'est au-delà des 3 ans, jusqu'en dessous c'est la petite enfance. Voilà. Et c'est à partir de 3 ans à... Si c'est un migrant, ça va jusqu'à 35 ans. 13 ans. 16 ans 16 ans. 16 ans. Les ados, oui. D'accord. Donc, si vous en êtes d'accord, est-ce que vous autorisez Monsieur le maire ou son délégataire à signer la convention territoriale globale de services aux familles et les éventuels avenants correspondants? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, association Courir pour elle. Avec Julie. Donc nous, on va revenir sur notre mois d'octobre rose qui s'est achevé. Je vais vous faire une petite point de tout ce qu'on a pu faire. Donc on a tenu la buvette du motobal avec... ils nous ont offert leur tombola. Après on a fait une marche rose, on a fait un atelier beauté bien-être. Et on a fait une clôture avec les enfants le 31 octobre par des meilleurs déguisements et un lâcher de ballon. On tenait donc à remercier aussi l'Union des commerçants et artisans pour avoir vendu des petits rubans roses et moto beaujolaise. L'Interclasse 108 également qui a contribué et Swimming Cool. Donc nous avons environ une récolte de dons de 3 900 € aujourd'hui.
Sachant que la mairie aussi voulait participer sous forme de dons. Donc en fait, on avait mis en place un j'aime sur le compte Facebook égal 1 €, ce qui nous a... T'as aimé, Patrick, ou pas? T'as liké? Un j'aime, donc c'était un j'aime égal 1 €. Et donc on a eu 837 j'aime sur notre page Facebook durant le mois d'octobre, sachant qu'on a commencé à partir du 15 octobre, donc sur 15 jours. On n'a pas fait le mois total en plus. Ouais, franchement, ça s'est bien fait. Sur les 4 premiers jours, on a eu peut-être 600 personnes, puis après, ça s'est... Donc voilà, donc aujourd'hui on est à 3 900 €. Donc si on rajoute les 837 j'aime, ça nous fait à peu près un don de 4 700 €. On était à peu près dans les 5 000. On a eu peut-être un petit peu moins de monde sur notre atelier beauté, mais bon, on avait... Oui, ça se vaut un petit peu moins, mais bon, voilà, c'est toujours... c'est une belle récolte quand même. Donc, Il faut quand même aussi mettre en bilan tout ce que la commune a dépensé pour réaliser ça. Ah ben bien sûr, donc c'est pour ça qu'on voulait... On a eu moins de dépenses l'année dernière. Voilà, déjà. Donc je pense que Elle participe. Oui, on a eu moins de dépenses, donc du coup, les dons... Moi, ce que je vous suggère, c'est que aujourd'hui, on va délibérer pour savoir ce que l'on donne. Avec tes 3 900 et tes 800, tes 4 700. C'est ça. Et l'an dernier, tu étais à 5 000. Il faut arrondir à 5 000 pour avoir au moins la même somme. Je pense que ça... Enfin, si vous êtes d'accord. C'est le j'aime de Patrick qu'il n'a pas pu faire sur la... C'est la contribution de Patrick du j'aime qu'il n'a pas pu faire. Une contribution à 300 €. Ah, t'es le maire. Non, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que... Bah oui, après... C'est là qu'on encourager les gens. C'est une surtout noble que, voilà, cause. on voulait déjà remercier aussi tous les bénévoles qui sont venus nous aider. On a remercié aussi le service technique pour tout ce qu'il nous a fait, la décoration dans Saint-Georges, et il nous a aussi aidé certaines fois pour la mise en place. Et puis bien sûr, tous ceux qui ont participé ou qui ont donné un don pour cette action d'Octobre Rose. Moi, je voudrais bien sûr pour qu'on fasse le chèque final de 5 000 €, mais à l'inverse, si on fait systématiquement toutes les années 5 000 €, il n'y a plus le challenge. Il n'y a que dans ce sens-là où j'ai un tout petit bémol, mais bien sûr que je voterai pour les 5 000 €. Et l'année prochaine, tu feras un don de 1 000 €, Bernard. On l'inscrira à l'atelier beauté. C'est que dans ce sens-là. L'année dernière, on avait parlé des buts. Donc les footballeurs, les handballeurs et autres, ils sont forcés à mettre des buts. Là, on a fait les likes. On a fait, certains ont fait des j'aime. Bon, tac, tac, tac. L'année prochaine, on trouvera peut-être un autre. Mais si on sait systématiquement qu'on donne 5 000, on perd le challenge. Mais je suis pour les 5 000. On t'inscrit à l'atelier beauté, tu pourras te faire coiffer. T'as vu? On est Ça a mal. pas donné- ça a Et pas les donné ongles, grand-chose. peut-être. De toute façon, Moi, j'y suis allé, c'était top. Regarde ce mise en pli. Je me suis endormi, moi, sur le... C'est tout, c'est juste dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai que tu n'as pas tort. Donc, ce qu'on va faire, on va rester sur notre principe, et puis on trouvera une autre façon de compléter à titre individuel pour avoir les 5 000. Donc on reste sur le principe de l'année. Alors je vais dire... On va voter, oui, mais non, mais le vote, ce qu'on vous proposait, c'est de faire ce qui avait été dit. Donc les 837 € ou 840, donc on reste sur... Ça fera un don de 1 100 €. Hein? Ça fera un don de la commune de 1 100 € pour qu'on arrive à 5 000. Oui, non, mais là, on va rester sur 840, et puis les 260 €, on les trouvera ailleurs. À des dons privés. D'accord. Moi, je suis réglé, ça.
Le principe est bon de dire il y a eu un défi, on respecte le défi. En revanche, le deuxième principe qui est pas mal, c'est d'encourager, mais on trouvera une autre solution. Après, nous, au niveau bénévole, on s'est beaucoup investi. Donc, je veux dire, ah bah oui, non, mais Julie, Flo, Sylvie. Non, mais c'est pour ça que je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué. Voilà, la marche, même c'était pas ouvert qu'aux femmes. Hein. Il y a eu des hommes qui sont venus. Même des chiens qui ont contribué sur les t-shirts roses. Mais voilà, c'était assez on a même une équipe féminine de foot qui est venue de Montmerle. Ils sont venus en équipe. Il y a eu le député, Alexandre Portier, qui est venu aussi. Donc voilà, non. Puis beaucoup de communes, Julie peut en parler, nous appelaient aussi pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, si on intervenait aussi dans les autres communes. On leur dit non, nous on fait pour Saint-Georges. Voilà. Ah, tu leur dis c'est 5000, nous. Voilà, mais après peut-être que l'année prochaine on pourra peut-être s'associer avec d'autres communes. Oui, l'association Moto Beaujolaise aussi, voilà, qui a participé, qui a fait une boucle dans le Beaujolais pour la clôture. Donc je lis le don pour l'association Courir pour elle. Donc Monsieur le maire rappelle que la commune de Saint-Georges-de-Renins participe depuis l'année dernière à l'opération Octobre Rose afin de soutenir la recherche médicale et scientifique pour la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose a été l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Monsieur le maire évoque toutes les actions qui ont été menées sur le territoire de Saint-Georges-de-Renins, donc la buvette du Motobal, l'atelier beauté et bien-être, les décorations, les t-shirts de couleur rose pour le conseil municipal d'octobre, le concours de déguisement et lâcher de ballons. Monsieur le maire précise que la mairie souhaitait participer à ces initiatives sous forme de dons en fonction du nombre de j'aime sur le compte Facebook de la commune de Saint-Georges-de-Renins lors du mois d'octobre. Dans ce cadre, il propose au conseil municipal de faire un don à hauteur de 840 € à l'association Courir pour elle, dont la vocation est de contribuer à la lutte contre les cancers féminins. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voilà. Bah, merci en tout cas. C'est le mois pour les hommes, là, c'est November. C'est la. Faut se laisser pousser. Et là. les hommes aussi, Bah ouais. Oui, oui, c'est un très bon. Diverses. Moi, je voulais simplement vous dire que ce soir, on a fait le premier conseil communal des enfants. Et Mathieu Monfray, qui en est le porte-parole, en sera le porte-parole et le référent. Donc il va vous dire en 2 mots ce qui s'est passé, ou en 3. Hein? Tombe bien, il porte Ouais. Non, donc ça s'est super bien passé. On était 4 élus à aller chercher les 17 conseillers à l'école élémentaire. On est venu jusqu'ici à pied, fait un petit goûter. Et après, on s'est mis au travail. Alors, c'était tout doux pour la première, surtout les présentations. Et puis, on a essayé de savoir leur motivation, pourquoi ils ont voulu s'investir, et puis les idées, s'ils avaient déjà des idées. Et il y en a plein, plein de bonnes choses, des choses très intéressantes. Ils sont très portés sur le social, on a remarqué, sur l'EHPAD, les personnes âgées, il y a plein d'idées qui sont ressorties, recueillir des jouets pour les enfants malades, enfin voilà, plein de belles choses. Sur la sécurité aussi, on a parlé des trottoirs, des voiries. Patrick a expliqué, oui, des ponts, je sais pas pourquoi, il y a une anxiété sur les ponts. Ouais, une phobie des ponts, ouais, c'est... Puis on a pu, Patrick a pu expliquer un petit peu toutes les voiries, enfin tout un tas de choses qui vont apprendre au fil du temps. Et donc on en est ressorti, on va faire 3 groupes de travail, un sur le social, un sur la sécurité et un sur l'environnement.
Et donc ils vont se mettre, les groupes sont faits. On va voir quand on fera des groupes de travail, voilà, pour qu'on puisse, le prochain conseil communal des enfants, on espère en janvier, voilà, qu'on puisse avoir des idées, au moins 3 projets sur ces thèmes-là. On leur a demandé aussi de participer au repas des anciens, donc le 18 décembre, s'ils pouvaient venir servir le dessert. Ils sont tous ravis, puis venir se présenter aussi pour les vœux du maire. Donc voilà. En tout cas, ils sont tous enchantés et il n'y a plus qu'à. On leur a remis à chacun un petit cahier, un petit stylo que la commune a offert aussi également. Et ils peuvent travailler à partir de ces outils-là. Juste pour rebondir, je trouve que par rapport à la commémoration du 11 novembre, le fait d'avoir justement eu un conseil municipal des enfants, je trouve que ça a donné vraiment une autre dimension à la commémoration. Enfin, on en parlait avec Patrick à la fin. C'est vrai que le fait qu'il y ait les enfants, ça, je trouve que c'était... Enfin, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les autres, mais c'était bien. Ça a permis de voir aussi beaucoup de gens, parce qu'il y avait les parents, les grands-parents. Donc je pense que c'est... Et puis ça donne, voilà, c'est comme le disait Patrick dans son discours, un jour vous serez à notre place, et je trouve que c'est bien, c'est une passation qui se fait en douceur, et c'est, enfin, je trouve que c'était bien. Ils sont vraiment motivés. De fierté pour les chers, les Et il faut des vocations. Merci la commission. Oui, merci la commission scolaire d'avoir présenté le dossier, parce qu'on en parle depuis longtemps, et c'est une seule exposition. Et voilà, ça se fait relativement aisément, et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, il faudra trouver bien des bons créneaux pour leur horaire. Là où c'est un peu difficile, on a qui ont sport, extrascolaire. C'est compliqué. Même pour nous aussi, Quand on travaille, c'est compliqué. On va essayer de faire des trucs. On va encore améliorer. Il faut qu'on se réunisse rapidement. Ils ont même proposé que les réunions se fassent le dimanche. Dimanche matin. Moi, perso, j'y vois pas. Moi, ça me dérange. C'est pas vrai. Alors là, c'est peut-être plus dérangeant. C'est peut-être tes parents qui avaient soufflé ça en disant. On va les garder en fait. Les prochaines manifestations, ouais. Les prochaines manifestations. Ouais, tu vois. Le repas des anciens. Sur le mois d'octobre. Et oui, puis donc je vais. On donnera la parole à Joss. Oui, je vais pas. Moi, je vais parler des manifestations courant novembre qui sont à venir. Donc déjà, on a jeudi 17 novembre l'Union des commerçants et artisans qui organise Marchons pour les primeurs. Donc les billets d'entrée sont en vente au bureau de tabac et à l'entrée le jour J, au prix de 30 €. Voilà, donc c'est jeudi à partir de 19h. Ensuite, samedi 19 novembre, nous avons le marathon du Beaujolais qui passe sur la commune. Donc, il y a un point ravitaillement au hameau de nuit. Donc, la commune va être un petit peu dérangée au niveau de la circulation. Donc, voilà, il faudrait être un petit peu exigeant ce jour-là. Voilà, à partir de 10h jusqu'à 13h, 13h30. Et ensuite, le samedi 26 novembre, nous avons donc le concert Crypt qui aura lieu à la Pirogue. Donc les places sont en vente au prix de 20 €, donc soit sur le site web ou le jour J ou à la mairie également. Voilà pour le mois de novembre au niveau manifestation. Alors moi je vais prendre le relais donc pour le repas des anciens. Cette année nous reprenons notre traditionnel repas. J'espère que ça ira au bout parce que durant 2 années nous n'avons pas pu le faire, on a été contraints de l'annuler. Voilà, donc les chèques cadeaux seront annulés
On ne fera plus l'opération chèque. On revient au repas traditionnel. Et nous aurons toujours le plaisir d'offrir les chocolats pour les personnes de 80 ans et plus. Et des colis? Et des colis, oui. Donc ce soir, je vais vous remettre vos invitations. Je ne vais pas vous épargner. Donc les invitations sont à rendre au plus tard le 2 décembre, puisqu'on a un travail derrière à récapituler derrière vous. J'espère que vous n'aurez pas de soucis. Si vous avez des modifications à apporter, je suis preneuse. Il n'y a pas de problème. Sur certaines, il y a des petits carrés jaunes que j'ai mis. En soi, je n'ai pas les années de naissance des personnes. J'ai beau chercher un peu de partout, je n'ai pas de téléphone. Enfin bref, il m'en manque. Ou alors, quand une personne est seule, savoir si elle est accompagnée. C'est un peu indiscret, mais il le faut. Voilà. Voilà, donc chaque conseiller a sa liste à exécuter. Visiter, voilà. Du moins, on va les inviter. Voilà, on va les inviter. Et on aura certainement, sans doute, une réunion juste avant le repas, déjà pour recenser le nombre. Et puis, on vous mettra au courant pour la mise en place du repas. Donc, on fera sans doute samedi, même samedi sûr. Donc, on vous recontactera à ce moment-là. Mise en place le 17. Eh bien, vous attend nombreux, contrairement à toutes les manifestations qui se sont produites. Avec les dansants, c'est bien passé. Oui, très bien. Mais il y avait quand même un manque. Oui. Oui. Il est mis en place le samedi. Oui. On sent bien que le samedi, à ça, il y aura plus. Pour. Tu plaisantes? J'espère. Non. L'arbre de Noël d'Astra est dans la petite salle rentrant. C'est la petite salle. C'est la petite salle rentrant. Chaque année, on vous a. Oui, ça. On se rencontre demain pour ça. Ouais. Mais nous, on organise le samedi, on ne peut pas faire autrement le dimanche matin, hein, c'est pas possible. C'est bien passé les autres. Oui, non, mais c'est... Non, j'ai eu peur qu'il y avait une sauterie ou autre. Voilà. Bon, je peux dire le bénéfice du concert. Alors, ça nous a rapporté... Oui, c'était pas le dansant. Non, du tout. Alors, emmène-la aussi un petit dansant pour qu'elle voit la différence. Hein, oui. Donc le bénéfice est de 2840 €. Ah, bravo. Bravo. Merci à ceux qui ont participé. On s'en est donné la peine, on en a bu des canons. La pétanque, 500 €, malgré le peu de participants du conseil. Voilà. Mais c'est nous qui avons enrichi la caisse. Je pense que c'est les gagnants qui collent. Voilà, merci. D'autres questions diverses? Pas de questions diverses. Je vous propose un prochain conseil municipal. Pour ça, le 12 décembre. 12 juillet? Non. 12 décembre, on va le faire. Allez, on va attendre pour le 12 juillet. 12 décembre, à la même heure, 19h30, ça vous convient? Ok. Ici, eh bien, je déclare clos ce conseil municipal du 14 novembre 2022. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée.